Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour cette quatrième et dernière conférence de cette journée du fret ferroviaire. Les paroles prononcées seront traduites. Si certains vous veulent parler en anglais, ce sera traduit dans l'autre sens. Donc je m'adresse aussi à tous ceux qui nous regardent par visio. Donc cette conférence est en deux langues. Alors, un programme éclectique, il n'y a pas de logique absolument prédéterminée sur cette question d'innovation. On va faire un large tour d'horizon avec quatre acteurs, chacun dans leur spécialité et dans leur métier, qui vont nous dire un peu comment ils envisagent l'innovation ferroviaire pour le fret dans les années qui viennent. Je les présente successivement. Luc Chaumette, directeur industrie digitale et innovation de Rail Logistique Europe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Denis Schumert, président de la UTF, qui cumule puisqu'il sort d'une précédente table ronde davantage politique, mais là, il va nous parler de ces innovations que souhaitent les chargeurs en matière de fret ferroviaire. Thierry Tournier, qui est directeur exécutif, est directeur, comment on traduit Innovation Excellence Director, c'est voilà, directeur d'innovation très haut de gamme à Alstom. Et puis Bertrand Minary, directeur exécutif du pôle de compétitivité e-trans et de Railium en Hauts-de-France, et qui aussi pourra nous donner un peu la large palette de ce qu'il prépare. Et je vois même un très joli macaron corifère, et il pourra nous expliquer pourquoi il porte ce macaron. Je vais commencer avec Luc Chaumette, juste à ma gauche, donc Rail Logistique Europe. Forcément, la palette, pour reprendre le terme, de cette table ronde d'innovation que prépare RLE est très large. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte d'inventaire de tout ce sur quoi vous travaillez pour l'avenir du fret? Alors, pour vous faire bonjour à tous et à toutes, merci, merci Gilles. Pour vous faire un inventaire, il me faudrait quand même beaucoup plus de temps pour que l'inventaire soit exhaustif. Mais d'abord, je voudrais en préalable démarrer par quels sont les enjeux pour le fret ferroviaire demain. Vous avez trois enjeux essentiels. Le premier, c'est bien sûr réussir la décarbonation, réussir le Green Deal. Et donc, c'est une chance pour le second enjeu qui est réussir du coup le report modal. Et le troisième enjeu, c'est le faire en robustesse, c'est-à-dire offrir à nos clients le service qu'ils attendent. Alors pour y parvenir, deux grands types d'innovations, deux grandes familles qui sont d'abord les innovations dites incrémentales, c'est-à-dire des innovations progressives ou de progression, et les innovations de rupture. Dans les innovations incrémentales, on va aller chercher la réponse aux besoins du métier, des métiers, quels qu'ils soient, que ce soit le commerce, que ce soit la production, que ce soit même la finance, que ce soit le matériel. On va aller chercher les moyens de faciliter, de favoriser la bonne réponse à la demande client. C'est dans tous les cas toujours le client qui tire. Et donc, pour favoriser cette réponse à la demande client, nous allons proposer, par exemple, dans le domaine digital, l'information client, et une information client qui soit une information temps réel, ce qu'on appelle l'ETA, Estimated Time of Arrival, ce qu'on peut appeler également la reprogrammation éventuellement du transport, des acheminements en cours de route. Ce qu'on va également en termes d'information client, vous pouvez avoir l'information sur toutes les avaries. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le geofencing, c'est-à-dire l'information push donnée au client. Voilà, mon bien, mon matériel, mon wagon est arrivé dans un point d'intérêt pour moi qui va me permettre de préparer ma chaîne de production. Quand on en arrive là, on est vraiment dans la supply chain. On n'est plus dans le transport. Voilà, donc ça c'est par exemple pour le digital. Si on regarde dans le domaine toujours des innovations incrémentales, je vais vous parler par exemple de Monitor. Monitor, c'est pour mettre en robustesse et en sécurité, d'abord en sécurité et après en robustesse, le transport ferroviaire de fret. Qu'est-ce que c'est que Monitor? Monitor, c'est un projet qui a été lancé par mon prédécesseur, Bertrand Minary, ici présent, et en coopération avec l'ADEME, avec la Régie des transports de Marseille, des Bouches-du-Rhône, et avec le grand constructeur Fevley-Wabtec. Et cet objectif, ce produit, il est là pour assurer le monitoring du frein et des organes de roulement avant le départ et en cours de circulation. C'est-à-dire de faciliter
les essais de frein avant départ, de faire en sorte que le train parte à l'heure et en toute sécurité, et qu'il circule en toute sécurité avec le report de cette information dans la cabine de conduite, et demain peut-être, parce que c'est une de ces briques, dans un train qui pourrait rouler de manière autonome ou quasi autonome. Tout ça pour le service au client. Et ce projet Monitor, on vient de le lancer. Voilà, ça va durer 3 ans et demi pour développer une famille de capteurs qui sera prête non seulement pour un futur train capable de rouler en autonomie partielle ou totale, je ne vais pas vous faire de technique, qui est dans une vision totalement système, c'est-à-dire qu'elle va servir le client, elle va servir nous avec nos matériels, nous dans nos procédures pour la sécurité du personnel, mais également le gestionnaire d'infrastructure dans la protection de l'infrastructure contre les risques, par exemple en cas de déraillement, en cas de plat sur les roues, en cas de défaut sur les organes de frein ou de roulement. Et pour vous, les voyageurs, dès lors que nous avons par exemple un frein serré qui va déclencher un incendie aux abords des voies, eh bien c'est l'arrêt des circulations sur le réseau pendant plusieurs heures et donc le report des circulations et vous pouvez vous retrouver dans un train derrière, calé, pendant plusieurs heures alors qu'il fait très chaud et que vous avez envie de rentrer chez vous. Donc c'est vraiment une vision complètement système. Mais ce produit sera également ce qu'on appelle prêt pour cette innovation de rupture qui s'appelle l'attelage automatique numérique ou attelage automatique digital ou le DAC. Le DAC, pour le transport ferroviaire de fret, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous voyez tous les jours quand vous prenez un train, un TGV ou quand vous prenez un TER. C'est cet attelage qui permet à deux ensembles d'être attelés ensemble, d'être connectés ensemble avec 3 éléments qui passent à travers cet attelage, qui sont bien entendu l'air pour la conduite de frein, l'énergie et la data. Et aujourd'hui, dans le transport ferroviaire de fret, on est sur un attelage à vis qui date d'avant la guerre, qui est un attelage européen, universel, mais qui ne permet pas de faire transiter l'énergie et la data. Quand on aura Monitor et quand on aura l'attelage automatique digital, ce qu'on espère, puisque c'est un grand programme européen qui théoriquement pourrait voir la migration d'une grande partie des familles de wagons de fret ferroviaire en Europe à partir de 2030, quand on aura cet attelage, eh bien Monitor, comme bien d'autres innovations incrémentales ou de rupture, pourront voir le jour, parce que le DAC, ce n'est pas une innovation en soi, c'est ce qu'on appelle un enabler, un game changer, c'est-à-dire qu'on va permettre au fret ferroviaire, en mettant l'énergie et la data à bord de chaque wagon, d'avoir une capacité de réponse à une demande client qui devient quasiment sans limite. C'est-à-dire qu'on fait des wagons intelligents, on finit par faire des trains intelligents, on peut même imaginer faire des wagons autonomes, on peut tout imaginer, et on finit par faire du train autonome. Et donc le train autonome, lui, il permet d'avoir un gain en termes d'allocation de capacité sur le réseau ferré national, donc d'éviter d'avoir à supporter des investissements lourds pour permettre de faire circuler plus de trains. Parce que le train autonome, il roule parfaitement dans son horaire tel que prévu et il s'insère parfaitement dans toutes les circulations. Voilà quelques exemples, mais je vais m'arrêter là. Merci pour cette première approche où, quand l'innovation incrémentale prépare l'innovation de rupture. C'est un peu ça, qu'on comprend et qu'il y a une vertu globale à tous ces projets de recherche. On pourra aller plus avant tout à l'heure. Denis Schumert, est-ce que ces innovations correspondent bien aux demandes des chargeurs? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? De la visibilité, de la sécurité? Est-ce que tout ça est cohérent? Oui, c'est tout à fait cohérent et on s'intéresse à tout ce qui va venir à court terme et tout ce qui s'annonce à long terme, puisque vous savez que les plans à la fois au niveau national, au niveau européen, puisque je représente un petit peu aussi les chargeurs européens aujourd'hui, puisque le directeur général de l'association européenne n'a pas pu venir, c'est bien d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur du transport de fret ferroviaire. Donc le réseau, les entreprises ferroviaires, les fournisseurs de wagons, et éventuellement les intermédiaires. Et sur tous ces sujets-là, on a beaucoup d'ambitions à moyen et long terme, mais on voudrait savoir aussi ce qui va se passer à court terme, parce que les premières ES sont là devant nous. On a assisté à la naissance de ce que Fret SNCF avait appelé le train digital, effectivement avec le double intérêt de peut-être une visibilité sur l'ETA, mais aussi de tout ce qui concerne l'amélioration de la productivité au départ des trains et sur la maintenance. Pour nous, effectivement, l'amélioration de la productivité et de l'efficacité des entreprises ferroviaires, c'est important. Des wagonniers, c'est important. Il y a des choses à faire aussi dans les wagonniers, pas que le digital automatic coupling.
et du réseau avec le RTMS, etc. C'est important, les trains longs, le P400. Donc on regarde l'ensemble du spectre et on se dit, bon, à quelle vitesse ça avance et quand est-ce qu'on va arriver à un moment où les entreprises ferroviaires pourront en plus démultiplier leur innovation, les wagonnets aussi, peut-être réseau, parce que tout le monde y gagnera. Aujourd'hui, tout le monde le sait que les entreprises ferroviaires, on y est un petit peu pour quelque chose, mais c'est vrai qu'elles se comparent à la route en termes de compétitivité et prix de vente, ont des marges très faibles. Donc, qui dit marge très faible dit forcément des améliorations incrémentales faibles, parce qu'on ne peut pas investir trop. Et on attend tous le moment où ils gagneront un peu plus d'argent, ils pourront investir dans l'innovation, ils pourront investir dans ce qu'on appelle les ressources de réserve aussi, parce que c'est un problème des entreprises ferroviaires. Ils n'ont pas de ressources de réserve, donc dès qu'il y a un moins de grains de sable, on parle beaucoup des incidents réseau, des travaux qui viennent interférer avec les sillons, mais il y a aussi le fait que les entreprises ferroviaires aujourd'hui sont au ras des pâquerettes en ce qui concerne les ressources. C'est-à-dire qu'elles ne mettent pas des ressources en œuvre qui permettent les réserves, alors que sur la route, on a un potentiel, un gisement de réserves énorme avec le foisonnement des activités, etc. Donc on appelle de nos voeux tout ça, l'innovation, la capacité à ce que cette innovation porte l'augmentation des affaires et du profit, les réserves, etc. Et donc la performance. Tout ça converge vers une performance meilleure. Quand on s'est parlé pour préparer cette table ronde, vous m'aviez expliqué que vous souhaitiez un projet de synchromodalité. Ça, c'est parce que je viens de dire devant le directeur de la DGTM et le député Valence, qui était le président de la COI, que le fruit bas pour l'augmentation du transport combiné aujourd'hui, c'est les ports. Il faut améliorer la desserte ferroviaire et fluviale, mais on parle du ferroviaire, desserte ferroviaire des ports. Et un des sujets, c'est au-delà de la visibilité prédictive, enfin c'est permis par la visibilité prédictive, c'est la synchromodalité entre les arrivées des conteneurs ou les départs des conteneurs sur les navires et l'arrivée des trains et l'arrivée des conteneurs sur les trains ou le départ des trains, etc. Et là, je disais qu'on a des outils qui sont assez performants sur le passage portuaire. On a des outils qui sont en cours d'évolution sur réseau, les entreprises ferroviaires de visibilité. Et il faut très vite accrocher les wagons pour avoir cette synchromodalité, éviter de perdre du temps de stationnement sur les terminaux qui coûtent de l'argent à tout le monde. Luc Chaumette, en matière incrémentale, est-ce que ce défi digital du partage des données n'est pas prioritaire aujourd'hui si on voit le marché tel qu'il se développe ? Il faut mettre plus haut la main. Voilà, c'est bon. Oui, ça c'est bon. L'usage de la donnée, donc tout ce qui concerne en fait la gouvernance de la data, on va le dire plutôt comme ça, doit permettre absolument d'accélérer la rotation des assets, ce qui est attendu à la fois évidemment par les détenteurs, par les chargeurs et aussi par nous. Parce que qui dit bonne rotation des assets, dit pour le transporteur bonne rentabilité, bonne performance. Et donc ça va aller servir encore une fois le client et également le client, qu'il soit chargeur ou qu'il soit détenteur. Ça c'est essentiel. Mais également, nous on commence à travailler sur des sujets, je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que je vous disais je ne pouvais pas tout dire, on travaille aussi sur des sujets de data crunching qui nous permettent de récupérer par exemple des informations qui sont captés par le gestionnaire d'infrastructure sur le réseau ferré national, sur notamment ce qui sont les chocs à la voie. Les chocs à la voie, c'est essentiel parce que c'est ce qui va permettre de garantir la robustesse de la circulation de bout en bout. Donc on est capable, parce qu'il y a des checkpoints, ce qu'on appelle les stations de mesure, qui sont présentes sur le réseau ferré national et bientôt sur l'ensemble des réseaux ferrés d'Europe, et en très grand nombre, qui sont capables de discriminer à l'essieu près, du wagon près, du train près, quel est le choc ressenti, si ce choc est dans les normes. Et c'est très important en matière ferroviaire parce que c'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle la maintenance d'abord préventive, mais surtout prédictive. Et ça, c'est une des briques, par exemple, pour répondre à votre question, un des exemples, une des briques qui va permettre de faire en sorte que le transport ferroviaire de fret soit un transport robuste et stable, ce qui est attendu par le client et ce qui est attendu par nous. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Si, tout à fait. Il y a une question qui me venait à l'esprit. Est-ce qu'il y a encore des innovations qui ne sont pas digitales, qui soient par exemple purement mécaniques dans le ferroviaire ? Alors oui, je peux vous donner un exemple. Par exemple, il faut savoir qu'il y a le transport ferroviaire de fret est exposé à un certain nombre de déraillements. Vous ne le savez pas, mais le fret, ça déraille et ça déraille assez souvent. Alors ça ne déraille pas sur voie principale,
pas du tout. Mais ça déraille sur les voies de service parce qu'il y a de la manœuvre, il y a de la manipulation. Ce n'est pas des voies qui sont ultra entretenues. Voilà, c'est normal. Ça fait partie en fait de la production du fret ferroviaire. Et pourquoi ça déraille dans la majeure partie des cas? Parce qu'on a oublié la cale anti-dérive. Et la cale anti-dérive, c'est ce qui va éviter au wagon effectivement de dériver, c'est-à-dire de partir et de circuler seul. Et du coup, d'en perdre le contrôle, et là, ça devient très dangereux. Donc ces wagons sont calés. Et au moment où on prend les trains, on doit retirer les cales. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on invente aujourd'hui? C'est la cale écrasable. C'est-à-dire, elle cale le wagon, mais si je l'oublie, je peux quand même rouler dessus, et ça ne le fait pas dérailler. Ça n'a rien de digital. C'est précisément du bois, et probablement dessus une mousse polyuréthane écrasable qui peut reprendre sa forme. Voilà. Donc l'innovation, c'est aussi très mécanique. Merci beaucoup. Alors, je vous avais annoncé une table ronde éclectique. On va changer un peu d'univers, là, puisqu'on va parler motorisation avec Thierry Tournier d'Alstom. Et l'hydrogène est un focus important pour Alstom en matière de fret ferroviaire. En matière de fret ferroviaire aussi, puisqu'on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant d'hydrogène pour les voyageurs. Oui, merci. Donc effectivement, on a parlé d'innovation incrémentale. Il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus en rupture. Quand on parle d'hydrogène, on parle d'enjeux de décarbonation du fret ferroviaire. Faire du fret ferroviaire, c'est bien. Le faire avec une solution entièrement électrifiée et décarbonée, c'est encore mieux. Donc on est tiré sur cette innovation par les chargeurs, les donneurs d'ordre qui sont engagés dans la décarbonation. On le voit avec le dispositif Fret 21. Aujourd'hui, c'est plus de 300 chargeurs en France qui ont un plan pour décarboner leur flux. Tous ne font pas du ferroviaire, mais pour ceux qui sont du ferroviaire, on comprend qu'il y a vraiment une impatience vis-à-vis du fait de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire trouver une alternative aux locomotives diesel. Quand on parle de fret ferroviaire, on parle de fret lourd, c'est-à-dire on parle du fait d'avoir un engin de traction qui est capable de tirer des trains de 1000 ou 2000 tonnes. Donc on parle de beaucoup de puissance. Les systèmes piles à combustible à hydrogène et les batteries, aujourd'hui les technologies qui ont déjà été développées sont adaptées aux véhicules légers, aux véhicules utilitaires. On voit maintenant des bus à hydrogène, on voit des bennes à ordures à hydrogène, on voit des trains passagers avec des systèmes de quelques centaines de kilowatts. Pour le fret ferroviaire, on parle au minimum de 1 mégawatt. Donc on est dans un segment de puissance qui est beaucoup plus important que ce qui s'est fait. C'est la raison pour laquelle on parle ici d'innovation de rupture. On est sur des projets qui nécessitent de redévelopper une nouvelle technologie de pile à combustible à hydrogène adaptée aux requis du fret en termes de niveau de puissance, de durée de vie, d'autonomie également au niveau du stockage. Donc ces projets sont des projets qui s'inscrivent sur un temps long. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans qu'on avait initié des premières discussions sur la base des attentes d'un chargeur qui s'appelle Nestlé Waters, Jean-François Laganne, qui aurait pu être là, mais qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Un chargeur qui fait aujourd'hui plus de 1000 trains par an à travers la France, mais les premiers et derniers kilomètres dans le domaine du fret ferroviaire sont rarement électrifiés. Donc ce sont des solutions qui sont aujourd'hui des solutions thermiques qui sont mises à disposition de ce chargeur-là. Donc on est tiré par des chargeurs comme Nestlé qui veulent trouver une alternative aux locomotives diesel pour pouvoir totalement décarboner leur marque et viser une neutralité carbone globale de leur flux. Donc ce sont des projets qui vont nécessiter un temps de développement et un temps d'homologation. Donc c'est pour ça là on n'est pas dans des innovations incrémentales où on améliore une solution existante avec une brique technologique. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui un des projets sur lequel on travaille, c'est un projet de générateur d'électricité à partir d'hydrogène renouvelable. C'est un wagon générateur qui est accroché derrière une locomotive électrique et qui permet justement à cette locomotive électrique de faire les premiers et derniers kilomètres qui sont quasiment jamais électrifiés dans le domaine du fret. Donc voilà un exemple sur lequel nous sommes très très engagés et en attente de pouvoir accompagner les acteurs, les donneurs d'ordre qui sont engagés sur ces feuilles de route de décarbonation. Donc innovation de rupture, il y a quand même des balises dans le temps pour fixer un peu les enjeux. Oui, alors effectivement, il y a le temps du montage du projet, le fait de réfléchir au marché qui sera accessible, à la recherche d'un financement. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par l'État français dans le cadre de France 2030 qui va nous accompagner par rapport à ses coûts de développement.
On parle de développer un produit sur 3 ans, puis de l'homologuer avec 2 premiers prototypes en 2025, afin d'avoir une solution qui pourra être proposée à la location aux entreprises ferroviaires dès 2026. Donc, dès 2026, on sera en mesure de proposer aux chargeurs engagés dans Fret 21, par exemple, au niveau de la UTF, à travers les entreprises ferroviaires qui nous feront confiance, une solution pour décarboner à 100% ces trains. Un autre sujet, c'est la technologie, c'est les usines. C'est que pour être en mesure de pouvoir proposer une solution avec le bon niveau de performance, on a fait l'acquisition en 2021 d'une technologie, une entreprise qui s'appelle Elion, qui est basée à Aix-en-Provence, et qui maintenant va s'attacher à développer une solution de pile à combustible à hydrogène vraiment conçue en fonction des cahiers des charges de l'industrie du monde ferroviaire. Alstom est évidemment une entreprise internationale, mais cette recherche, elle a lieu en France, en Europe, dans le monde. Comment vous êtes organisé pour mener à bien ces innovations qui profiteront à tous les pays dans lesquels vous vendez des locomotives ? Alors effectivement, les antécédents, c'est qu'on a commencé en fait sur l'un de nos sites en Allemagne à développer une solution pour le transport des passagers. Donc c'est une solution qui est aujourd'hui en service commercial. C'est un train voyageur qui s'appelle E-Lint et qui assure déjà aujourd'hui des liaisons commerciales sur un trafic régional en Allemagne. Donc riche des enseignements, de cette croissance de fiabilité de la solution, on s'appuie sur ça et sur le développement d'une nouvelle technologie de pile vraiment adaptée à nos besoins. Maintenant, dans l'hydrogène, on a la chance en France de pouvoir, effectivement, en termes de compétences, pouvoir profiter des laboratoires et des universités qui travaillent sur ces technologies-là depuis plus de 20 ans. Et donc, par exemple, sur le site Alstom de Belfort, qui assemble les locomotives et qui assemblera le générateur dont je vous ai parlé, on profite par le biais des laboratoires et des universités qui sont sur place, d'enseignants-chercheurs qui nous accompagnent, parce qu'eux travaillent sur cette technologie-là depuis plus de 20 ans. Voilà. Cette recherche sur la pile à combustible est-elle exclusive? Est-ce que, parallèlement, vous continuez aussi à travailler sur les batteries, sur l'accumulation, etc. Alors vous avez raison, l'hydrogène est une technologie, déjà il y a plusieurs... Alors c'est un vecteur de stockage, c'est un moyen de stocker finalement l'énergie électrique parce qu'on ne sait pas forcément la consommer au moment où on va la produire, surtout pour l'énergie renouvelable. C'est une solution qui va être pertinente pour la mobilité lourde, pour être capable de faire de longues distances. Maintenant, pour une mobilité plus légère, pour une petite locomotive de manœuvre, on a également des projets de développement de solutions à batterie. Donc les solutions ne sont pas en compétition, elles sont complémentaires. Une batterie intégrée dans une locomotive ou dans un train va permettre de faire 1 ou 2 km de manière non électrifiée. L'hydrogène va vous permettre d'aller plus loin, 100 ou 200, 300 km non électrifiés. Donc il y a une vraie complémentarité entre les technologies. Et oui, nous travaillons à l'intégration de toutes les technologies. Merci beaucoup Thierry Tournier. Bertrand Minary, donc directeur exécutif de e-Trans et Rhaenium. Alors, Corifère, j'ai noté, parce que parfois j'ai tendance à oublier les acronymes, Comité d'orientation, de recherche et d'innovation de la filière ferroviaire. Alors, c'est parfait pour avoir d'une certaine façon un regard général ou surplombant sur ces questions d'innovation et de recherche. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui de la façon dont ces recherches se mènent sur le ferroviaire, de la dynamique qui est indispensable aux objectifs de croissance du fret ferroviaire? Déjà, bonjour à tous. Je voudrais juste dire que j'arrive, moi, du CIFER à Lille, qui est le salon du ferroviaire, qui a lieu en même temps, et dans lequel l'industrie ferroviaire française se rassemble. D'ailleurs, c'est plutôt européen, pour être franc avec vous, de plus en plus, parce qu'on a tous les niveaux. On a le niveau mondial, on a le niveau européen, puis on a le niveau français. Moi, j'ai la chance de diriger, alors, après avoir passé 15 ans dans le monde du fret, merci Luc de l'avoir rappelé, j'ai la chance aujourd'hui de diriger un institut de recherche technologique, c'est-à-dire un outil de l'État, qui est un outil privé-public de la filière ferroviaire française. Donc je vais parler au nom du Made in France. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la filière ferroviaire française, si on prend tout dans son ensemble, c'est-à-dire ceux qui font rouler les trains, ceux qui vont créer les trains, ceux qui vont maintenir les trains, ceux qui vont créer les voies ferrées, ceux qui créent les composants des voies ferrées, etc., etc., ça représente 1 million d'emplois en France et quasiment 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
c'est 35 milliards d'euros avec une balance à l'export positive. Donc c'est un des rares secteurs qui reste en France, où l'industrie reste forte et implantée en France. À partir de là, l'État, comme dans d'autres secteurs stratégiques, établit des politiques publiques de soutien, et c'est tout à fait normal, ça se fait en France comme ça se fait dans plein d'autres pays. Et à ce titre-là, donc, le Corifer est un des pans de innovation, Gilles, effectivement, de soutien à l'industrie. Alors, comment on travaille très concrètement? La filière ferroviaire, c'est une filière qui se structure en ce moment, qui est assez jeune. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a 200 ans d'histoire. Oui, il y a 200 ans d'histoire, sauf que pendant très longtemps, tout ça, ça a été SNCF avec plein d'exécutants. Ensuite, ça s'est un peu ouvert il y a 25 ans. Et aujourd'hui, maintenant, on a... Et notamment, c'est le cas du monde du fret. Moi, je suis très content d'être là parce que dans le monde du fret, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Le secteur, c'est certes un peu fragmenté, mais éclairci avec des responsabilités, des rôles beaucoup plus clairs. Et en tout cas, c'est le monde de demain. Le fret ferroviaire, c'est ce qu'est en train de vivre la révolution quand est en train de vivre le monde du voyageur. Vous êtes en avance, vous êtes sur un secteur en concurrence. Moi, quand je viens dans une conf, j'écoute Luc et j'écoute derrière Denis. On parle service, on parle client, on parle performance, on parle euro. Eh bien, je vous assure que dans le monde d'ailleurs, dans le monde voyageur, ce n'est pas toujours encore le cas. Voilà. C'est en train de bouger, mais ce n'est pas vrai qu'à la France, c'est vrai partout. Donc c'est important de comprendre qu'on est dans un monde en avance dans le fret. Alors pourquoi je vous parle de Corifer? Parce que le Corifer, ça a été créé par l'État français. Et quand je parle de l'État, je parle de France 2030. Tu en parlais un instant, Thierry. Je parle de Bercy, le ministère de l'Industrie, et puis je parle de la DGITM, donc tout ce qui est politique de soutien au transport. Ce Corifer, il a vocation à éclairer la filière sur les besoins ferroviaires de la filière et de l'État pour les 10 prochaines années. Et avant-hier, nous avons donc lancé officiellement ce Corifer qui, pour la première fois, rassemble tous les acteurs. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est tellement symbolique. Quand on a présenté les feuilles de route du Corifer, sur scène, on avait successivement Alstom, SNCF, vous allez me dire classique, Hitachi, Siemens, Inveo, Groupe Hermeva, Lafra, les nouveaux opérateurs de fret, etc., etc. Donc on s'est mis en mode collectif, un peu comme l'a fait 4F dans le monde du fret ces dernières années. Alors le Corifer, de fait, c'est quoi? C'est très concrètement un soutien sous forme d'appui de l'État qui va passer par des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. Un AMI, Thierry connaît ça par cœur, et Monitor, tu en parlais, c'est des soutiens de l'État. Donc les AMI, c'est un guichet qui est ouvert où on vient poser les projets. Par le passé, souvent, les projets, ils étaient posés individuellement, un par un. Et bien là, ce qu'on ambitionne, c'est de le faire dans un mode filière. C'est-à-dire que la filière décide d'elle-même de mettre autour de la table les acteurs nécessaires et ensuite, on va poser les projets ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort qu'individuellement. Donc c'est ça la grande différence du travail. Et on a une coordination, une cellule de coordination qui se met en place avec une présidente qui s'appelle Carole Desnaux. Et Carole Desnaux a été nommée donc par les ministères pour tenir ce rôle. Derrière, il y a une petite équipe dont je fais partie. Moi, je suis un outil de filière, mais je suis aux côtés de la FIF, la Fédération des industries ferroviaires. Alors pour revenir au fret maintenant, il y a 4 thèmes dans nos feuilles de route d'ici à 2030. Une première sur tout ce qui est industrie et infrastructure. Et le monde du fret est particulièrement demandeur d'infrastructures de qualité. Donc là-dedans, c'est des investissements sur... et bien sûr, il y a le RTMS, mais il y a aussi le last mile, t'en parlais il y a quelques minutes, l'électrification là où il faut la faire, et puis aussi des chantiers plus rapides et qui bouffent moins de capacité pour faire passer les trains. C'est un gros sujet pour nous avec les 100 milliards d'euros qui s'annoncent d'investissement et les travaux. Deuxième sujet, c'est tout ce qui est mobilité inclusive, c'est pour les voyageurs. Je vais mettre, évidemment, ça ne va pas être l'objet d'ici. Un troisième sujet sur tout ce qui est green train. T'en parlais un instant, donc je ne vais pas redonder sur ce que disait à l'instant Thierry. Et puis enfin, le quatrième, et là ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, Luc, c'est tout ce qui est train intelligent, smart trains. Et dans smart trains, moi je découvre que la filière ferroviaire se dit « Oh, mais le fret ferroviaire, c'est là où ça va aller le plus vite dans le monde de l'intelligence et de l'autonomie. » Tu en as parlé il y a un instant. Parce que c'est là où, en fait, on va pouvoir franchir les étapes nécessaires de démonstration de sécurité le plus rapidement possible. Et donc, je peux vous annoncer, par exemple, il y a 3 jours, et il n'y a pas eu de pub, mais on peut le dire maintenant, il y en aura progressivement. Il y a 3 jours, il y a une locomotive de type 27000 qui a circulé sur le réseau en GOA 4. Grade Automation 4, ça veut dire pas de conducteur à bord et elle savait lire la signalisation.
ces systèmes existent, ça fait partie des briques, tu en as parlé il y a quelques minutes. Donc ça a été fait dans un cadre de projet de recherche, mais on voit bien que c'est pas très loin. Donc le monde du train intelligent, c'est des locomotives autonomes, des wagons intelligents, et Inveo annonçait hier effectivement la fabrication de wagons, c'est Made in France. Et aussi tous les capteurs intelligents à bord, ça aussi c'est du Made in France. Eh bien nous, on joue la carte du Made in France, et ce Made in France, il est suivi et sponsorisé, j'allais dire, par l'État au travers des aides publiques tout à fait classiques. Et notre enjeu, c'est de faire du Made in France qui correspond bien sûr aux standards européens, parce que surtout, on ne peut pas réinventer le ferroviaire en France, ça n'existe plus, le fret c'est international, et donc ce qu'on fait en France, évidemment, ça fait écho à tous les travaux européens qui sont faits dans IRJU, notamment dans Europe's Rail. Merci beaucoup Bertrand. Effectivement, Luc Chaumette avait déjà évoqué cette question des trains autonomes. C'est une double recherche, les trains eux-mêmes, les trains intelligents, mais aussi la liaison avec l'infrastructure, avec les systèmes de signalisation, etc. Il y a différents niveaux, un peu comme les voitures autonomes, hein, différents niveaux vous citiez le GO4. On a des perspectives, un calendrier. Je crois que Jean-Pierre Farandou, il y a un peu de temps, avait commencé à baliser. Est-ce qu'on a quelques balises dans le temps pour la progression vers le train autonome première génération? Je vais la prendre pour Luc, parce que le projet il est suivi à Rélenium et il est financé par Rélenium. Donc en fait c'est un consortium, il y a deux consortiums en fait en France. Il y a un consortium sur le fret avec effectivement SNCF, on a aussi Alstom et puis plein d'autres. Il y a Thales à bord, etc. Côté ex-Bombardier d'ailleurs, et tous les systèmes côté voyageurs. Donc il y a bien deux programmes. Ces programmes ils se terminent cette année dans la première phase, c'est-à-dire qu'on a fait la démonstration qu'une locomotive ou un matériel voyageur en GOA4 ça peut marcher. Et ça sait lire l'environnement et ça peut tourner. Tu voulais compléter? Parle de GOA4, reprend Ouais. les Grade of Automation. Grade of Automation, en fait, il y a différents niveaux. On a franchi le stade du GOA2, c'est-à-dire un conducteur à bord qui est assisté par des automatismes. C'est le fonctionnement métro, pour faire très court. Et bien là, on est monté au GOA4, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un conducteur à bord. Alors, je voudrais quand même préciser que le sujet, Luc l'a dit, mais je le redis et je le martèle, le sujet, c'est pas de virer le conducteur de la cabine. Ça n'a aucun sens. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des tas d'enchaînements avec nos conducteurs qui font qu'ils ont des temps morts de conduite, et on aimerait qu'ils soient aussi plus en tête de train. Et ça, malheureusement, physiquement, les trains, ils s'enchaînent. Et d'ailleurs, on travaille sur des systèmes qui permettent de télécommander les trains à distance en toute sécurité par un conducteur classique. Donc ça existe. Donc il y a tous les types d'automatisation possibles. Et pour ceux qui s'intéressent au ferroviaire, il y a un projet qui s'appelle Train léger innovant, qui est en train d'émerger avec plein d'acteurs de la filière française. Il y a un conducteur à bord, sauf qu'il ne voit pas dehors. En fait, il voit juste à travers plein d'écrans et il conduit en direct. C'est juste pour la petite anecdote. Donc, il y a toutes les catégories. Alors, pour revenir sur le train autonome, il se termine cette année. On sait tous qu'en France, on va avoir il va y avoir encore une suite, parce qu'il faut que ces matériels-là, ils tournent, ils apprennent à reconnaître l'environnement, ils apprennent à se comporter en sécurité. Et un point super important, c'est que la machine, elle ne gère pas les situations perturbées. La machine, elle s'arrête. Et c'est l'humain qui prend le manche immédiatement. C'est pour ça que c'est important d'avoir les capacités de capter ce qui se passe, télécommander à distance. Mais surtout, le principe, c'est que c'est l'humain qui reste au milieu du système ferroviaire. Voilà. Donc il reste encore des travaux un peu cognitifs sur cette dimension de conduite à distance. Il reste des travaux d'organisation, il reste des travaux de data. Mais assurément, les trains commençant déjà à avoir ces capacités-là, dans 2-3 ans, vraiment, on pourra avoir des matériels qui vont commencer à arriver. Et on travaille sur des évolutions de ces systèmes-là avec l'actualité. Par exemple, on est en train de démontrer on veut démontrer en tout cas qu'un matériel qui a de l'automatisme à bord et qui va en ligne dégage de la capacité pour la voie et aussi économise de l'énergie. Et ça, c'est un gros sujet dans le monde du fret parce qu'on a des trains lourds, pas super aérodynamiques. Et quand on consomme beaucoup d'énergie et que l'énergie est rare, eh ben c'est bien l'objectif de descendre. Donc il va y avoir plusieurs programmes qui vont se lancer dans le cadre du Corps FR sur ces thématiques-là. Donc l'avenir à moyen ou long terme du fret, c'est aussi ces trains autonomes pour des questions de sécurité, de coût, de qualité de service. Avant de parler de train autonome, parce que le train autonome présuppose qu'il n'y a plus de conducteur à bord. Et donc ça, je le redis, je réinsiste sur ce qu'a dit Bertrand. Il y aura toujours besoin de conducteurs, en tout cas aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle à bord d'un train pour gérer des aléas, on en est loin.
Et ça peut être des aléas mécaniques de la machine elle-même, voire de la machine qui ne sait pas ce qui se passe derrière elle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va parler du train intelligent. Effectivement, le train intelligent, c'est une nécessité pour le fret ferroviaire et c'est une nécessité pour les chargeurs. Pourquoi ? Parce que ce sera un train qui fera ce qui a été prévu. Et donc, c'est ce qui va permettre de faire, je ne sais pas comment vous disiez au début, votre logistique, la synchromodalité. La synchromodalité, voilà. J'aime beaucoup la synchromodalité. C'est ce qui permettra de faire de la synchromodalité. Parce que vous avez un horaire de départ qui est prévu, un horaire d'arrivée qui est prévu. Le train se comportera conformément à ce qui a été prévu. Et aujourd'hui, avec des transit times qui seront très concurrentiels par rapport à d'autres modes de transport, et notamment au mode de transport routier, et très économe en énergie. Parce qu'aujourd'hui, le sillon, c'est-à-dire la capacité d'infrastructure nécessaire pour circuler sur le réseau ferré entre un point A et un point B, il est tracé de manière à économiser l'énergie. Dès lors que vous rencontrez le moindre aléa ou un signal fermé ou une réduction de vitesse pour une raison ou une autre qui n'est pas prévue, vous augmentez votre consommation. Et là, on entre dans le domaine de l'éco-conduite. Et le train intelligent, lui, il va aider à avoir cette éco-conduite. Donc oui, c'est un avenir nécessaire pour le fret ferroviaire et pour l'ensemble du secteur, ces systèmes. Ce que vous nous dites, c'est que le train intelligent réduit l'aléa, l'incertitude à la panne mécanique, à ce genre d'impondérable, c'est ça ? Oui, absolument, oui, tout à fait. Denis ? Non, mais il tient compte, c'est un peu ce qu'on a avec les navires, si vous voulez. Je vais prendre l'image du navire. On a eu beaucoup de congestion portuaire, comme vous le savez, avec des années Covid, ça s'améliore un peu. On n'avait pas encore ce système sur les navires, mais il va arriver, c'est-à-dire que le navire a l'information qu'il y a une congestion portuaire, il va réduire sa vitesse. Il va réduire sa vitesse de façon à consommer moins d'énergie et pas attendre 5 jours à l'entrée du port que les quais soient libres. Voilà, et ben le train, ça pourrait être un peu pareil. Voilà. Avec aussi des méthodes de déchargement des porte-conteneurs automatiques sans intervention humaine qui sont assez impressionnantes. Est-ce que y a une rivalité à l'international entre pays, entre continents, entre entreprises sur ces questions du train autonome? Est-ce que c'est un enjeu de concurrence très fort Bertrand, Thierry? Oui, bien évidemment, il y a des enjeux, il y a toujours une compétition et donc l'axe de développement digital des solutions qu'on offre à nos clients est bien sûr un sujet dans lequel il y a une compétition. On travaille aujourd'hui néanmoins ensemble au sein effectivement des consortiums des deux projets. On est présent avec des concurrents à nous. On travaille ensemble, donc typiquement sur la locomotive dont on a parlé, cette locomotive 27000 qui il y a 3 jours a réussi ses essais en GOA4. Et bien on va trouver 2 systèmes, celui de Alstom et une autre armoire électrique à côté avec d'autres calculateurs, d'autres algorithmes d'intelligence, de reconnaissance des signaux qui sont apportés par un autre industriel qui est concurrent. Alors voilà, c'est compliqué parce que il y a des enjeux, donc il y a des enjeux de propriété intellectuelle, donc on ne se donne pas toutes les informations, mais on est ensemble au service des clients et comme ça on va plus vite. Voilà. Donc je dirais oui, il y a une compétition, mais ce n'est pas un frein, c'est plutôt un moteur. Si on prend deux grands géants du fret, les États-Unis et la Chine, est-ce qu'ils sont engagés aussi dans ces recherches? On voit qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a pas mal de polémiques sur la sécurité des trains de fret. Est-ce que ce sont des projets prioritaires aussi d'innovation? Il se trouve que j'étais avec les Canadiens il n'y a pas plus tard qu'avant début de la semaine à Valenciennes. Ils sont venus visiter parce que c'est l'année de la coopération franco-québécoise. Pour la petite anecdote, donc il y a pas mal d'échanges actuellement. Et exactement ce qu'il disait. Mais il faut pas non plus imaginer que c'est très différent. C'est même très rustique le fret aux États-Unis, dans le Nord. C'est des grosses locomotives diesel, des vieux wagons bien lourds, des voies à 30-35 tonnes par essieu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en Europe. Parce que ces trains-là, ils ne croisent jamais de trains de voyageurs. Parce que le monde voyageur du Nord Amérique, si vous cherchez des trains, vous n'en trouverez pas beaucoup, sauf autour des métropoles. Donc c'est juste pas le même logique, c'est pas le même métier. Donc par contre, ces gens-là, ils sont très forts dans l'interface client-quai dont parlait Denis, c'est-à-dire que les systèmes de déchargement ou de chargement sont très automatisés. Les trains autonomes commencent à exister sur place. Mais effectivement, ça reste un système très particulier sur des logistiques très intégrées. Au Japon, en Chine, c'est un peu différent parce qu'ils sont en train de tout construire.
La Chine, c'est 7000 km de voies par an. On en a 30 000 en France, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc en 3 ans, ils construisent l'équivalent du réseau français. Donc c'est juste pas la même échelle. Et ils construisent tout avec les technologies modernes. Donc c'est tout connecté en 4G, 5G dès le début. C'est tout de le RTMS partout. Donc forcément, ils n'ont pas du tout les mêmes standards que nous. Et là-dedans, eux, ils font déjà du train avec des niveaux d'automatisation plus poussés que nous. Denis? Oui, justement, ma question, c'est est-ce que cette technologie de train intelligente sera liée au déploiement de l'ERTMS, où il pourra fonctionner avec la signalisation classique sur toutes les lignes qui ne seront pas ERTMS avant des dizaines d'années? Excellente question. Pourquoi Denis pose des questions qui fâchent? Non, en vrai, il a raison. Le sujet, c'est d'arriver à déployer ça sans être dépendant des autres briques. Donc, en fait, le système actuel de train autonome, et ça, c'est important, dans les différents projets européens, il y en a qui se basent sur, c'est-à-dire qui se basent sur les technologies ERTMS. Le système français n'a pas besoin de ERTMS pour fonctionner. Voilà. Donc, par contre, il embarque un maximum d'intelligence à bord, mais encore une fois, il ne traite pas tout seul les décisions en situation perturbée. Je voudrais juste, Gilles, un dernier point, puisque tu en parlais. Au niveau de la compétition internationale, il faut savoir qu'au niveau du Europe's Rail Joint Undertaking, les industriels partagent et sont un écosystème. Donc il y a évidemment des Allemands, beaucoup des Français, mais aussi les Espagnols, les Italiens sont très présents. Et tout le monde est autour de la table pour partager les briques et créer le système du futur. Donc l'Europe n'a pas créé un appel à projet, mais à créer ce qu'ils appellent des flagshiperies, je ne sais pas comment le dire, des écosystèmes d'innovation, si vous voulez, où en fait on développe les standards de demain, et c'est ces standards qu'on teste dans les projets nationaux. Donc c'est une autre philosophie que ce qui existait par le passé. Mais une vraie promesse d'Europe du rail. Pas d'Europe des rails, parce que ça, ce serait autre chose. Oui, Denis? Quel avenir vous voyez au wagon du futur, c'est-à-dire le wagon qui a une infrastructure qui est unique et dessus on pose des superstructures différentes suivant qu'on veut travailler avec la chimie, avec les conteneurs ou avec d'autres types de matériaux, d'autres types de superstructures. Puisque c'est les Allemands qui nous avaient proposé ce concept il y a quelques années, je ne sais pas où il en est. Tu connais, il y en a en Suisse, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne. Et côté France, on a des fabricants de wagons qui souhaitent monter sur ces sujets-là, mais je ne veux pas parler de leurs innovations à leur place. Voilà. Il y a des choses que je peux dire, des choses moins, mais ça peut faire l'objet, ça va faire l'objet de travaux dans le Corifère qui vient, assurément. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser Je vais arriver jusqu'à vous. Excusez-moi. Bonjour, je suis Monsieur François Ngomba du cabinet FN Consulting. Et nous avons mis en place un think tank qui parle vraiment du transport et de la logistique. J'ai suivi tous les intervenants. Le mot Afrique n'est pas venu. Et on parle de dessiner le transport et la logistique du futur. La coopération France-Canada, où tous les intervenants étaient à Valence. La coopération, on voit comment 7 km de voies ferrées sont bâties en Chine avec la nouvelle technologie qui font tout le réseau. Et on voit que l'Afrique, nada, on n'a pas pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette Afrique-là qui a une progression, qui transporte, qui a tout le minerai qui lui permet de pouvoir aller aussi sur des chemins du fer et tout le reste? Quelle est l'appréhension que vous avez par rapport à cette Afrique-là? Et je vous dirais aussi qu'il y a des pays aujourd'hui en Afrique qui n'ont pas 1 kilomètre de rail. Je prends le cas du Tchad, d'où je viens. Tous les réseaux ferrés en Afrique étaient conçus pour les années des indépendances, où on avait le système pit to the port, c'est-à-dire qu'un système colonial de prendre aller vers le port. Ni le voyageur, et on a converti cela en termes de voyage et autres. Donc, je veux voir à peu près votre réaction par rapport à tout cela et penser comment est-ce que nous réagissons tous ici dans la salle. Merci. Merci, monsieur. Il n'y avait évidemment aucune volonté d'exclure quelques continents ou quelques pays que ce soit l'Afrique, l'Amérique du Sud, la Russie, etc. Alors, une réponse. Bonjour, je suis dans l'équipe de Luc Chaumet. Peut-être vous redonner quelques éléments de la COP 22 en Afrique sur lequel SNCF avait organisé
une conférence sur justement les financements du transport. Clairement, ça a été identifié comme un sujet quand même majeur pour le continent. Donc ça a été vu comme un énorme potentiel de mobilisation, notamment de financement à la fois privé, et de réfléchir sur comment, par exemple, des garanties et des évaluations, des garanties et des mécanismes d'évaluation par des banques internationales peuvent attirer du financement dérisqué et attirer du financement. Et effectivement, ça a été redit. Alors, l'accent a été mis sur le voyageur, sur le développement voyageur, notamment avec des exemples de TER qui sont en développement, achevés ou en développement, qui sont connus au Sénégal et au Côte d'Ivoire. C'est vrai que le fret, c'est encore quelque chose sur lequel il y a un énorme potentiel de développement et des choses existantes, mais qui... On parle quand même d'une autre échelle. On parle d'échelle en termes de kilométrage et d'investissements nécessaires qui sont très importants, mais sur lequel, là aussi, ces mécanismes de mobilisation des investissements en lien avec des gains climatiques, en disant justement, s'il y a ce gain climatique qui est garanti par une évaluation internationale, ça peut aussi être un levier pour aller chercher du financement privé. Il y a énormément de choses intéressantes et je pourrais vous passer peut-être les conclusions de cette conférence si ça vous intéresse. Mais le potentiel mobilisation des financements climat pour le continent africain, il est là, et au niveau international, il y a sûrement beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a beaucoup de choses sur le voyageur, notamment au sein de la CODATU, avec une séance qui a eu lieu en septembre dernier à Dakar. Mais sur le fret, effectivement, il n'y a pas eu grand-chose, mais c'est un sujet, Bertrand. Il y a quelques chemins de fer, puisque vous en parliez, miniers notamment, parce que, effectivement, qui sont très très importants pour la liaison entre les mines et les ports qui existent en Afrique. Bon, je ne peux pas tout dire pour des raisons de confidentialité, mais on travaille avec ces gens-là aussi. Donc l'Afrique n'est pas oubliée dans ses recherches de fret. Une autre question, monsieur. Oui, bonjour, Pascal Fayol, consultant dans le ferroviaire. Aujourd'hui, vous parlez de technologie de rupture, mais je n'ai pas entendu parler des recherches sur le frein électrique. Aujourd'hui, tous les trains utilisent le frein pneumatique, voire électropneumatique, mais le frein électrique ou électromécanique n'est pas dans vos projets d'amélioration, parce que ça permettrait de gagner énormément en termes de masse, en termes d'énergie. Et je pense que ce sujet mérite d'avoir un petit point d'explication. Thierry Tournier. Oui, alors le frein électrique, vous avez raison, c'est un enjeu parce qu'effectivement, ça permet de récupérer l'énergie électrique que l'on réinjecte dans la caténaire lorsqu'on est dans une phase de freinage avec une locomotive électrique, par exemple, ou même un train passager. Et donc, ces technologies, en fait, dans les chaînes de traction électrique, elles sont disponibles et déployées aussi bien dans un TGV que dans un TER, que dans une locomotive de fret. Donc aujourd'hui, avec une locomotive de fret électrique, lorsqu'on rentre en phase de freinage, parce que le conducteur a demandé une décélération, la locomotive réinjecte dans la caténaire l'énergie électrique. Maintenant, l'efficacité de ce système fait que c'est le frein qui est réalisé par la locomotive, mais quand on a un train de 2000 tonnes, effectivement, les freins de la locomotive ne sont pas suffisants. Et donc, on doit utiliser le système de freinage des wagons, où là, effectivement, vous avez raison, c'est un système pneumatique, en fait, qui vient appliquer un effort contre la roue. Et là, il y a une dissipation thermique qui se fait. On ne récupère pas cette énergie-là. Donc, je ne sais pas si du côté de l'IRT, on travaille sur le wagon du futur, avec peut-être un frein qui permettrait à l'échelle de chacun des wagons et du système de freinage de pouvoir récupérer cette énergie qui se dissipe de manière thermique aujourd'hui. Mais Alstom ne développe pas de wagons, donc je ne sais pas répondre. Je la prends, mais Luc, tu complètes si besoin. Un des sujets majeurs qu'on va avoir, c'est que si on veut faire le report modal, à un moment ou à un autre, il faut qu'on remplisse mieux les trains. Et quand les trains vont être au maximum, il va falloir mettre plus de trains sur les mêmes voies.
parce qu'on ne va pas construire des voies avec les systèmes, on ne va pas pouvoir construire facilement des nouvelles voies. Donc il va falloir qu'on exploite mieux le réseau. Et parmi ces sujets-là, il y en a un qui est évident quand on y réfléchit, mais qui n'est pas simple en gestion. C'est qu'un train de voyageurs, ça accélère super fort, ça freine super fort et ça s'arrête souvent. Et les trains de fret, ça monte lentement et ensuite ça freine lentement. Et donc les deux combinés sur une même ligne, juste ça colle difficilement. C'est pour ça que le système ferroviaire français, comme européen, il est un peu fragile. Il va falloir donc que les trains de fret, ils se comportent un peu comme les trains de voyageurs, donc ils accélèrent plus et qu'ils freinent plus. Et effectivement, ces systèmes-là, ils sont dans le cœur des dispositifs à la fois internationaux et nationaux. Et le DAC, d'ailleurs, tu allais y venir, Luc, je pense, mais le DAC est un des vecteurs intéressants et c'est d'ailleurs le principal vecteur qui permettra de déployer ça en masse. Oui, écoute, en fait, tu l'as dit, mais je disais tout à l'heure, le DAC, c'est un enabler, c'est un game changer, c'est ce qui va permettre effectivement de franchir une étape. Je pense que déjà, l'installation du freinage électropneumatique sur les wagons de fret serait un axe de développement en termes de performance et d'insertion dans la trame horaire, voyageurs plus fret, qui est aujourd'hui totalement inaccessible. Hein. Donc si on y parvient, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que potentiellement, mais ça c'est du doigt mouillé, hein, potentiellement il faut l'objectiver, est-ce qu'on regagne de la capacité? Vraie question, parce que si on regagne de la capacité, ce n'est pas des millions d'euros, c'est des milliards. Troisième point, on peut tout imaginer demain, le wagon autonome avec son propre moteur qui a son propre freinage rhéostatique. Le DAC peut le permettre. On peut imaginer aussi le wagon avec le freinage à courant de Foucault, qui est beaucoup moins consommateur d'énergie. On peut tout imaginer, voilà. Donc oui, l'électricité à bord des wagons, donc le DAC et donc tout ce qui se disait, c'est un moyen d'implanter le freinage au moins électropneumatique et peut-être un jour rhéostatique. Denis ? Sur le DAC, moi j'avais une question là, qui me brûlait les lèvres. Quelle est la stratégie de déploiement du DAC en Europe? C'est-à-dire par quoi il faut commencer? Quel est le pourcentage de la masse des wagons? Quelle est la masse critique qu'il faut atteindre pour commencer à percevoir donc l'amélioration économique, l'efficacité? Alors c'est une question sur laquelle aujourd'hui, dans le cadre de Europe's Rail Joint Undertaking, là, dont on parlait, là, pour le coup c'est la flagship area numéro 5. C'est une question sur laquelle on travaille dans le cadre de ce qu'on appelle European DAC Delivery Programme. Je vais vous donner quelques chiffres. En Europe, il y a 600 000 wagons de fret. Sur ces 600 000 wagons de fret, vous pouvez en retirer à peu près 200 000 qui sont sur des trafics fermés, dédiés. On n'a pas besoin d'atteler ou de désaccoupler. Il en reste donc 400 000. Sur 400 000 wagons, si vous mettez un DAC à chaque extrémité du wagon, ça fait donc 800 000 têtes d'accouplement. Sur 800 000 têtes d'accouplement, ça veut dire que si tous les industriels s'y mettent aujourd'hui, c'est la production par industriel de 100 têtes d'accouplement, 100 modules d'absorption d'énergie et 100 modules de connexion électrique et data, dans ce qu'on appelle le e-coupler, les 3 éléments du DAC, e-coupler, module d'absorption d'énergie, tête d'accouplement, par jour jusqu'en 2030. Donc c'est déjà un défi industriel énorme. Ensuite, il va falloir migrer. Et donc migrer 800 000 wagons, idéalement en une journée, parce que sinon vous paralysez le fret ferroviaire. C'est juste pas possible. Donc on travaille aujourd'hui, les experts travaillent sur quelle est la bonne technique pour sécuriser cette migration. Donc c'est effectivement d'avoir des centres d'implantation, on va pouvoir migrer le maximum de wagons le plus vite possible. Mais si déjà on est capable de migrer quelques milliers de wagons par semaine pendant un certain temps, déjà ce sera très beau en Europe. Parce qu'en plus, c'est pas léger. Hein. Une tête d'accouplement, c'est pas léger. Donc, il va y avoir dans la phase de migration une phase probablement d'impact sur la performance de la production et sur le transit time. Et cette phase-là, elle devra être prise en compte dans le cadre du coût du déploiement, de la charge du déploiement. Parce qu'il va falloir restituer aux différents acteurs la perte d'exploitation, parlons vrai, parlons réalité, la perte d'exploitation qui va résulter de cette migration. Et ensuite, il va falloir travailler sur la base de combien de wagons on est capable d'opérer sans avoir fait la migration sur ces wagons. Je m'explique. Est-ce qu'on dit on va travailler sur des coupons?
par exemple au début, des coupons de 5 wagons, puis de 4, puis de 3, de 2, puis du wagon isolé, sans perturber le fonctionnement du wagon isolé et de la gestion capacitaire globale européenne du fret ferroviaire. Et tout ça, on sera capable de le faire avec du financement. Et là, le sujet du financement, aujourd'hui, il faut l'instruire. Il faut l'instruire de manière intelligente, c'est-à-dire déjà combien ça va rapporter. Combien ça va rapporter en 2040, en 2050. Quelles externalités négatives on va pouvoir compenser. L'empreinte carbone réduite, etc., etc. Le risque ferroviaire, la sécurité, la qualité de vie au travail, l'embauche des nouveaux agents, parce que aujourd'hui, qui parmi vous souhaite venir travailler chez Fret SNCF pour aller faire du désaccouplement et de l'accouplement de l'attelage UIC à Voipy en plein hiver, de nuit, un jour férié? S'il y a un volontaire, qu'il se présente immédiatement. Voilà, ça nous fait tous sourire, sauf que c'est un des problèmes essentiels aujourd'hui du fret ferroviaire, ça va être la ressource, la capacité du personnel à pouvoir continuer à opérer des gestes métiers qui ont été inventés en 1930. Et donc ça aussi, c'est une externalité qu'on va devoir compenser. Donc il y a un calcul, une analyse coût-bénéfice qui est énorme à faire, préalable à la recherche des financements. Et nul ne pense que 100% de ces financements viendront de la Commission européenne. Elle y contribuera, mais il faudra aussi, probablement, que les États membres, le secteur, contribuent aussi pour démontrer que l'ensemble du système a confiance dans l'attelage automatique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Oui, tout à fait d'accord, parce que dans le rapport du COI, ils ont bien insisté, 100 milliards pour le ferroviaire, certes, mais il faut que l'ensemble des acteurs participent. Bon, le réseau, les wagons, le digital coupling. Sinon, ça ne servira à rien de mettre 100 milliards dans le ferroviaire, que ce soit pour donc la partie fret ne servira à rien. Il faut que l'ensemble des maillons de la chaîne progressent au même moment. Effectivement, l'ensemble des maillons de la chaîne, et dans cette heure que nous venons de passer ensemble, on a finalement abordé tous les aspects d'innovation, évidemment techniques, mais aussi le modèle économique, la gestion de projet, etc. On s'est arrêté avant de dire qu'il fallait augmenter l'âge de départ en retraite pour financer l'innovation ferroviaire, mais on a vu tout ça de façon assez large, et je crois qu'on peut remercier... Ah, il y a encore une petite dernière pas pour la route, mais une petite dernière pour le trajet, et après on clôt cette table ronde. Justement, une idée pour financer l'installation du DAC et d'autres choses. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de voir à augmenter les charges à transporter et en réduisant la masse du wagon? Est-ce qu'il y a des études qui sont en cours pour réduire le poids du porteur pour qu'il y ait plus de charges à l'essieu, plus de charges transportées? Alors, on va répondre à deux voix, la charge utile, transportée, effectivement. Bertrand va prendre après moi, mais je vais juste dire déjà, aujourd'hui, nous, s'il y a un travail sur les wagons pour faire en sorte que les wagons puissent transporter plus lourd, ça, je laisse le soin aux wagonniers, aux détenteurs, d'être capables de le dire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que nous, on travaille à avoir des trains plus longs. Voilà, parce que ça aussi, c'est dès lors qu'on ne peut pas augmenter le poids, on peut augmenter la longueur. Et aujourd'hui, en France, c'est 750 mètres. On souhaite, sur les itinéraires de long parcours, d'avoir la possibilité de circuler à 850 mètres. Mais ça nécessite des voies d'évitement, des voies de garage et une infrastructure qui soit prête à accueillir ce format de train. Après, je passe la parole à Bertrand. Bertrand, rapidement. Oui, rapidement. Non, c'est vrai, l'allègement des wagons intrinsèquement, oui, c'est un sujet. Parce que ça a été longtemps des gros tas de tôles avec des roues dessous. Et aujourd'hui, on est en train de s'intéresser vraiment à combien à dégager de la charge utile au-dessus plutôt qu'avoir beaucoup de tard. Mais c'est vrai dans le monde également des locomotives. Donc oui, c'est un travail très important. On n'a pas complètement franchi le cap des nouveaux matériaux, mais on est en train d'y arriver très vite. Si on prend le train léger innovant dont je reparle tout à l'heure, qui est un des plus beaux projets actuels français de développement ferroviaire, il part déjà sur du carbone et des structures basées sur du carbone très allégé, justement pour moins abraser les voies, parce qu'on est en train de comprendre que le matériel abrase la voie, la maintenance de la voie, ça coûte cher, et donc c'est pas un report direct de l'un sur l'autre, c'est un système qu'il faut optimiser, et je trouve que c'est ça le plus important actuellement là-dessus. Et puis si tu me permets un dernier commentaire, si on m'avait dit qu'on ferait une conférence innovation ferroviaire devant tant de jeunes aujourd'hui, j'aurais été épaté, parce qu'il y a quelques années, ça n'aurait pas été possible. Donc bravo, merci d'être là. C'est un signe supplémentaire, donc
Les intervenants remercient le public. Je crois que le public peut remercier aussi les intervenants parce que je ne sais pas si vous avez trouvé comme moi que c'était passionnant. Merci messieurs, bonne fin de salon à vous tous et à très bientôt.